Alors dans ce premier module, je vous propose de voir deux concepts. Le premier, c'est de voir ce qu'est l'IoT, de quoi on est en train de parler quand on parle de l'Internet des objets. On va en faire une définition qui va être très rapide, puisque finalement, l'objectif de cette formation, c'est justement de comprendre ce qu'est l'IoT, et si nous allons passer un certain nombre d'heures ensemble pour comprendre ce concept, je vais juste là essayer de vous le résumer en quelques mots, et nous rentrerons ensuite dans les détails. Mais la deuxième partie de ce que nous allons traiter dans ce premier module est très importante, puisqu'en fait, c'est replacer cet Internet des objets dans le contexte de transformation digitale que nous connaissons aujourd'hui dans le monde et dans les entreprises. Alors, l'Internet des objets, c'est en effet quelque chose qui s'inscrit dans la transformation digitale, mais permet à l'entreprise d'atteindre une autre dimension grâce à ces technologies-là. Mais nous y revenons dans quelques instants. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Internet des objets? Et vous remarquerez depuis le début que j'ai utilisé principalement ce terme Internet des objets plutôt que le vocable que nous avons l'habitude d'entendre en France et qui est objet connecté. Et pour moi, ceci est important. Alors, Internet des objets, c'est simplement la traduction littérale de Internet of Things que nous utilisons en anglais et qui se cache derrière les trois lettres I, en français, O et T, IoT, que nous utilisons fréquemment et que je vais beaucoup employer dans le cadre de cette formation. Alors, pourquoi je préfère largement la notion d'Internet des objets à la notion d'objet connecté? C'est qu'en fait, objet connecté crée un biais dans notre interprétation de ce dont il s'agit. Quand je vous dis objet connecté, vous pensez à un objet du quotidien, une brosse à dents par exemple, à laquelle nous allons ajouter de la connectivité. Mais la question que tout le monde va se poser, bien entendu, mais c'est pourquoi? Pourquoi ajouter de la connectivité à une brosse à dents? Une brosse à dents n'est pas quelque chose qui a besoin d'être connecté. Et ça crée un blocage dans l'esprit, entre autres français qui utilisent ce vocable-là, sur l'intérêt de ce que peut être l'Internet des objets. Alors si maintenant j'utilise la terminologie d'Internet des objets, en fait, vous prenez conscience immédiatement qu'en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'interconnecter ensemble des objets totalement différents. L'Internet, c'est nous relier les uns aux autres, relier les humains, relier les entreprises pour qu'elles puissent fonctionner ensemble. Et vous remarquez que depuis des années, nos façons de fonctionner ont évolué, se sont accélérées, la performance économique des entreprises s'est améliorée grâce à cette interconnectivité. Les temps sont réduits. Okay? L'idée, en fait, c'est de faire bénéficier de tous ces avantages, d'une certaine façon, aux objets, en leur permettant une communication. Mais c'est aussi et surtout de récupérer des données qui sont issues de ces objets-là. Alors, l'Internet des objets, c'est la prochaine transformation digitale, ou ça fait partie de la transformation digitale. Pour l'instant, je dirais, ce n'est pas forcément clair s'il s'agit d'une vague différente ou s'il s'agit de la même vague qui se prolonge avec une transformation qui devient différente grâce à ces nouvelles technologies. L'objectif derrière l'Internet des objets, c'est entre autres de capter de la donnée. Dans la transformation digitale, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et vous comprenez si vous avez suivi des formations sur ces sujets-là. Sinon, je vous invite aussi à vous informer sur l'intelligence artificielle et ce que ça peut apporter à l'entreprise et au processus d'entreprise. Eh bien, cette intelligence artificielle est quelque chose qui se nourrit énormément de données. Pour entraîner un réseau de neurones, pour entraîner de l'intelligence artificielle, il faut la nourrir de données lui permettant d'apprendre. L'Internet des objets est une source de données. Et la différence entre l'Internet des objets et les sources classiques de données qu'on utilise aujourd'hui dans la transformation digitale, c'est que les données classiques d'aujourd'hui sont des données qui sont des données déjà numériques. Ce sont des visites sur un site web, ce sont des données météo issues d'un satellite, ce sont des photographies qui sont prises et analysées. L'Internet des objets, c'est capter de la donnée dans l'ensemble des objets du quotidien, dans l'ensemble des données qui nous entourent. C'est donc capter une donnée du monde réel pour la numériser et permettre ensuite de la traiter dans le cadre de notre transformation digitale, dans le cadre de notre intelligence artificielle. Et c'est en cela que l'Internet des objets est vraiment quelque chose qui permet de pousser la transformation digitale au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui. L'Internet des objets, c'est la capacité à récupérer de la donnée dans le cycle de fabrication et d'utilisation d'un produit, des matières premières qui ont composé ce produit, aux éléments de transformation, à son réseau de distribution et à son utilisation par la suite. C'est connaître
tout ce qu'il se passe dans le cycle de vie d'un produit, pouvoir le suivre, pouvoir l'enregistrer, pouvoir le comprendre et donc pouvoir l'améliorer, l'accélérer, en améliorer la qualité et ainsi de suite. C'est aussi un moyen de transformer la façon de travailler dans les entreprises. L'Internet des objets, c'est un moyen d'être connecté avec son utilisateur. C'est donc un moyen de proposer à ses utilisateurs, à ses consommateurs, à ses clients, des services à valeur ajoutée. Et là, je parle de services dans un monde qui est un monde de l'objet, c'est-à-dire un monde qui aujourd'hui est plutôt un monde où on achète un objet et ensuite il n'y a plus de relation avec le fournisseur. L'Internet des objets est un moyen de transformer une vente de produits en une vente de services ou une vente de produits avec des services additionnels. C'est donc une opportunité de créer des nouveaux modèles d'affaires dans les entreprises auxquelles vous appartenez, de façon à, encore une fois, améliorer la qualité du service rendu et aussi améliorer votre performance économique. Alors, voilà pour cette rapide définition et vous verrez que nous allons revenir petit à petit sur les concepts que je vous ai donnés à l'instant. Ils sont nombreux, c'est normal que tout ne soit pas clair forcément dès à présent, mais nous allons approfondir ceci étape par étape. Alors pour mieux comprendre comment se présente cette transformation IoT, nous allons regarder plus en détail ce qu'il a été de la transformation digitale et de ce qu'il va en être de la transformation IoT, en voyant en fait ce que ça a changé dans les industries. Comprenez bien que l'Internet des objets est une révolution dans le sens où cette technologie va permettre de transformer la façon dont les entreprises, dont vos entreprises vont réaliser leurs process, que ce soit des process de production, c'est-à-dire que la façon de produire vos produits ou vos services peuvent être transformés grâce à l'Internet des objets, mais c'est aussi une transformation des process en relation avec les clients, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est quelque chose qui, globalement, peut amener des changements très importants, comme l'Internet, par exemple, la transformation digitale l'a déjà fait ou est en train de le faire dans vos entreprises. Alors cette transformation digitale, eh bien, revenons dessus. Pour bien comprendre ce qu'il se passe sur l'IoT aujourd'hui, il est intéressant de regarder ce qui s'est passé sur la transformation digitale, car d'un point de vue technologique, cette transformation est finalement assez similaire. Si on regarde la France et les premiers pas de la transformation digitale, on aperçoit des technologies qui sont apparues très tôt, dans les années 80. Ces technologies, sans doute, si vous avez plus de 30 ans aujourd'hui, vous devez la connaître. Il s'agit du Minitel, notre fleuron de la transformation numérique française, créé en 1980 et qui finalement nous a apporté une certaine avance par rapport à d'autres pays. Même si aujourd'hui on a du mal à s'en rendre compte, en fait, nous faisions déjà en France du e-commerce avec le Minitel, en réservant nos billets de la SNCF, si j'ai bonne mémoire, par exemple, ou tout un tas d'autres choses. Les entreprises en B2B passaient des commandes avec le Minitel, d'accord? Donc ça, c'est des choses et des processus des entreprises qui ont été transformés grâce à cette télématique dans les années 80-90. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans une transformation, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes idées qui sont là, avec des technologies qui apparaissent, ce que j'appelle le early digital, c'est-à-dire finalement une période pré-numérique dans laquelle en fait des technologies sont là, des changements commencent à se faire, mais on n'a pas un ancrage sociétal important. En fait, ce sont des petits îlots où la technologie est en place et où la technologie commence à changer un peu la façon de voir, la façon de penser. Alors ces technologies-là, c'est rare que ce soit les technologies qui gagnent et qui l'emportent, car ce sont des technologies qui finalement arrivent un peu trop tôt par rapport à la maturité de cette même technologie et conduit finalement à un pivot. Alors ce pivot, il arrive au début des années 90, enfin il émerge à ce moment-là avec la création du World Wide Web et des protocoles HTTP qui permettent de finalement rendre des services un peu comme le faisait le Minitel, mais en beaucoup mieux et surtout avec une ampleur qui est une ampleur internationale, puisque cette fois on n'est plus sur une technologie franco-française drivée par un opérateur local, mais on est sur une technologie ouverte et déployée dans le monde entier. Cette technologie, elle est émergente au début des années 90 et elle commence à être employée vers 95-98. Et ces dates-là sont très importantes parce que ces dates-là, ce sont les années où ont été créées des entreprises qui sont aujourd'hui des leaders
sur l'économie mondiale. En 1995, à peu près, apparaît Amazon. Autour de 95-96 apparaissent Google, PayPal, des entreprises qui aujourd'hui sont gigantesques, mais que vous ne connaissiez absolument pas en 89 ou en 99, pardon, ou en 2000. D'accord. Ce que ça veut dire, c'est quand on est dans la période des digital natives, des disrupteurs, ceux qui sont en train de transformer le marché, enfin qui vont transformer le marché, vous ignorez complètement leur existence. C'est-à-dire que dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, vous n'avez pas connaissance à cette époque-là d'un Amazon qui pourrait devenir votre concurrent. Vous avez peut-être utilisé en tant que particulier un Google, mais sans vous imaginer une minute ce que cette entreprise allait devenir et pourquoi et comment elle allait être un des leaders mondiaux par la suite. Et si vous regardez bien ces entreprises, ce qui est très intéressant, c'est que entre les early digital, qui finalement étaient des gens qui utilisaient la technologie pour faire du business à peu près de la même façon qu'ils en faisaient précédemment, et les digital native disruptors qui sont apparus, eh bien en fait, ces digital native disruptors ont transformé les modèles économiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement pris la technologie, ils ont intégré la technologie dans leur business model. Que fait Amazon? Amazon n'est pas une boutique en ligne qui se contente d'avoir un catalogue, qui a un stock gigantesque, sur qui vous placez des commandes et qui vous envoie une livraison. C'est-à-dire ce n'est pas la Redoute avec un système de commande en ligne. Non, Amazon est une société qui, dans l'ensemble de ses processus d'entreprise, a intégré le digital. Elle travaille avec ses fournisseurs de façon numérique, elle travaille avec ses clients de façon entièrement numérique. Il n'y a personne qui répond au téléphone, elle réfléchit avec des robots pour préparer vos commandes au maximum, elle change d'échelle, elle a une vision tout de suite internationale parce que sa technologie lui permet d'avoir une couverture internationale. Elle crée des places de marché, c'est-à-dire que finalement, elle n'est plus un vendeur qui a du stock. C'est une entreprise qui finalement vous met directement en relation avec un vendeur qui se situe ailleurs. Elle crée une place de marché. Toutes ces notions-là sont des notions qui sont nouvelles à ce moment-là. Alors, l'Amazon de 1995 n'est pas tout à fait l'Amazon d'aujourd'hui, et bien entendu, au départ, il se contente de vendre des livres. Mais il le fait de façon différente en embrassant la technologie à l'intérieur de ses processus. Et ça, c'est le fondement, le changement fondamental. C'est pour ça que ce sont des digital natives. Pas parce qu'ils font sur Internet, parce que dans leur processus d'entreprise, ils embrassent la technologie complètement. Alors, ces gens-là, au début, on les regarde avec pas mal de mépris. Dans le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué, j'ai beaucoup entendu parler d'Amazon dans le début des années 2000 comme étant une entreprise qui ne faisait aucun bénéfice. D'ailleurs, Amazon fait toujours très peu de bénéfices. Mais ils ont juste une capitalisation boursière qui fait rêver toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui. Et elle a la capacité de dégager des bénéfices quand elle le souhaite. Il suffit de changer légèrement l'indicateur de marge et les bénéfices se compteront en milliards. Donc aujourd'hui, en fait, et ces entreprises-là ont bien compris que c'était important, c'était de prendre les places de marché, d'être présent, de changer. Parce que commander chez Amazon, ce n'est pas aller faire ses courses à la FNAC. Le problème n'est pas la capacité, le problème c'est la transformation du marché, le changement des habitudes. Le client qui a l'habitude de se rendre à un magasin n'a pas spécialement envie de commander sur Internet. En 2000, il est mort de trouille à l'idée de mettre sa carte bleue sur Internet. D'ailleurs, certains journalistes de journaux télévisés nous le rappellent à ce moment-là pratiquement tous les jours. Approchez votre carte bleue de votre ordinateur et des gens sur Internet vont vous dévaliser vos comptes. Donc, il y a un temps de transformation qui est long. Certains ont compris tout de suite la valeur de ces transformations digitales et d'autres attendent qu'on leur démontre. Et la majorité sont en attente. Si bien que, on va dire que jusqu'en 2012, le mot digital transformation est un mot qui n'existe pas. Personne parle de digital transformation. On regarde ces gens, Google, Amazon, PayPal, avec une certaine distance, un peu de moquerie, éventuellement de la curiosité, mais on pense que le monde va rester un peu tel qu'il est. Et puis en 2012, on se rend compte qu'en fait, le monde, eh bien, il est dominé par ces gens-là. Alors, on s'en est rendu compte un petit peu avant, mais 2012, c'est le moment où le mot digital transformation apparaît, et c'est le moment où toutes les grandes entreprises disent, en fait, mon modèle, que j'essaye de défendre depuis 15 ans,
enfin depuis plus longtemps, mais depuis 15 ans, je vois que le monde se transforme et j'essaye de le défendre et de rester tel quel, et bien je me rends compte que ça ne marche plus et que si je veux réussir, en fait, il va falloir que j'embrasse cette transformation que les digital native disruptors ont pris dès le départ. Et si je ne le fais pas, mes concurrents vont le faire et mes concurrents vont grandir comme les digital natives ont grandi et moi, je resterai tout petit, je vais disparaître. Et donc, ça devient une question de survie d'une certaine façon que de faire cette transformation digitale et on retrouve une transformation massive de l'industrie pour aller vers ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de travailler. Encore une fois, ce n'est pas une question de technologie, c'est ce qui est difficile dans la transformation numérique, la transformation digitale, c'est que ce sont les changements de façon de travailler des employés dans l'entreprise que l'on modifie. Ce n'est pas le fait, encore une fois, de faire une boutique et de vendre des produits en ligne. C'est le fait de travailler complètement différemment, c'est peut-être le fait de remplacer tout un tas d'opérateurs, par exemple, qui répondaient au téléphone, et de leur retrouver un nouvel emploi, une nouvelle situation dans l'entreprise, de les former à une nouvelle relation cliente, qui n'est plus une relation cliente téléphonique, mais qui va être une relation cliente numérique, et ainsi de suite. Et donc ces transformations-là sont des transformations qui sont beaucoup plus compliquées. Alors vous voyez que quand on parle de transformation des processus et transformation des employés, eh bien on est sur des rythmes qui ne sont pas les rythmes de la création de technologies. La technologie est quelque chose qui apparaît tous les jours. Il y a de nouvelles choses qui apparaissent chaque jour. Elles mettent un certain temps à maturer, mais finalement, elles arrivent assez vite et elles progressent par incrément, des fois par rupture, mais assez rapidement. La transformation des processus est quelque chose qui dure longtemps, car la valeur d'une entreprise, quand elle a une certaine taille, est dans ses processus. Donc en fait, transformer ces processus, c'est transformer la valeur de son entreprise. Alors, pendant 20 ans, grosso modo, les entreprises essayent de ne pas se transformer ou essayent de comprendre ce que veut dire cette transformation. On arrive en 2012, la transformation démarre, et ensuite, à partir de 2012, il faudra prendre le temps de réaliser cette transformation. Et donc, l'ensemble de ce processus est un processus qui va s'étaler sur à peu près 30 ans, voire plus. La prise de conscience dure 20 ans. La transformation va durer sans doute une dizaine d'années. Alors, tout ça pour vous dire que ces transformations-là sont des transformations qui sont assez lentes par rapport à l'apparition de la technologie. Et qu'il y a différentes étapes. L'étape, on va dire, pré-digitale, dans laquelle les technologies apparaissent, des gens commencent à s'en saisir, mais on n'a pas trouvé l'adaptation des marchés, des process, tout n'est pas prêt. L'étape de la transformation digitale où apparaissent les premiers qui se transforment et où on les regarde avec curiosité. Et puis la dernière étape où on est dans l'adoption et dans une transformation plus massive. Ce processus-là est un processus qui est très classique dans une transformation technologique, avec différentes échelles et selon la technologie, mais c'est quelque chose de très classique et c'est donc quelque chose que l'on va retrouver dans l'Internet des objets. Donc je vous ai parlé longuement de transformation digitale, mais pour faire le parallèle avec la transformation de l'Internet des objets par la suite. Alors pourquoi est-ce critique de faire cette transformation en interne dans son entreprise? Regardons quelques exemples, ceci n'a rien d'exhaustif, mais c'est pour vous expliquer quelques-uns des mécanismes et des impacts qu'il y a derrière ces transformations. Si on regarde Amazon, par exemple, notre disrupteur Amazon, eh bien, avant Amazon, il y avait déjà des groupes de distribution. Alors, si on prend en France Auchan, Carrefour, si on prend quelqu'un de très proche d'Amazon, on avait la Fnac, et puis si on prend des gens qui faisaient de la vente à distance, on avait la Redoute. Donc des acteurs qui étaient en place et qui finalement avaient une grosse partie de compétences pour réaliser ce qu'a fait Amazon. Amazon vient et disrupte, change complètement la façon de faire, change d'échelle grâce aux nouvelles technologies qui sont à sa disposition. Et par la force des choses, il amène les entreprises qui existaient précédemment, elles aussi, à se transformer. Prenons Auchan, change sa façon de fonctionner, pas comme Amazon Fresh peut le faire, pour l'instant en tout cas, mais le change en mettant en place des drives. C'est-à-dire qu'on commande en ligne et on va chercher nos produits. Ça, c'est une transformation digitale pour le groupe Auchan, puisque on rentre dans un système de commande sur Internet, on va chercher ces produits, donc on change complètement la façon de gérer les processus, puisque finalement, on a peut-être besoin de gérer le stock complètement différemment, puisqu'on peut connaître à l'avance les demandes des consommateurs. On peut avoir une idée du nombre de consommateurs qui vont venir un jour versus un autre jour. On peut gérer ce flux-là.
On peut du coup gérer l'affluence et le nombre de personnes qui sont nécessaires pour préparer les caddies et pour les amener. Vous voyez, on a un certain nombre de changements. On peut aussi pousser des produits de façon complètement différente, d'accord? La notion de tête de gondole, de hauteur dans le rayon, tout ça change complètement sur une application. Et on voit clairement que ces groupes-là sont en plein apprentissage de ces changements-là. Clairement, les applications de Drive, je n'ai aucun, enfin voilà, Auchan est cité par hasard, mais on peut prendre n'importe quelle application de Drive. On sent bien que par rapport à un Amazon, le niveau d'interaction avec le consommateur reste aujourd'hui très faible, même si ce sont des choses qui existent depuis un certain nombre d'années. Après, il y a le comportement du client aussi qui change. Et là, c'est très intéressant. Le Covid aura complètement accéléré la montée en charge des drives, avec toute une partie de la population qui n'aurait pas pensé à les commander sur une tablette et qui, d'un seul coup, a commencé à prendre ses habitudes et va faire durer cette habitude dans le temps. Ça a été aussi très, très positif pour un Amazon, qui est aussi amené toute une frange de la population qui n'était pas vouée à aller rapidement sur des achats Internet à s'y rendre. Donc vous voyez que on a des changements de comportement qui sont finalement tirés par des avant-gardistes qui sont par exemple ici Amazon, qui sont ensuite qui impactent ensuite des entreprises historiques dans leur façon de fonctionner, parce que aussi ces Amazon amènent le changement du consommateur qui du coup va demander à Auchan de lui trouver une autre solution que d'aller faire ses courses le samedi après-midi dans le magasin, en même temps que tout le monde. On retrouve aussi sur Cdiscount, par exemple, qui fait partie du groupe Casino, une transformation. Alors là, c'est une transformation avec un peu plus timide, on va dire, puisque on utilise une autre marque, mais pour adresser ce marché-là. Et puis, on regarde aussi les next steps. Et dans les prochaines étapes, c'est assez intéressant de voir que Amazon, puisqu'on est dans le cadre de l'Internet des objets, est en train de mettre en place un réseau qui s'appelle Sidewalk. Ce réseau, c'est un réseau d'objets connectés. Et en parallèle, on voit aussi que Amazon met chez nous des objets connectés, comme par exemple Alexa, qui va être un assistant personnel. Mais Alexa n'est pas qu'un assistant personnel. Alexa, en fait, est un nœud du réseau de Sidewalk. Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que Amazon est en train d'amener chez nous une solution qui permet d'avoir des objets connectés. Et pourquoi le font-ils? Est-ce que c'est pour nous vendre des objets connectés? Est-ce que c'est pour nous vendre un tracker pour notre animal domestique, par exemple? Alors pourquoi pas? Peut-être qu'ils le font pour ça. Mais fondamentalement, je pense qu'ils le font pour une autre raison, qui est beaucoup plus intéressante pour eux. L'autre raison, c'est qu'ils vont intégrer ce réseau d'objets connectés dans leur processus. Je vous donne un exemple. Quand Amazon nous livre un colis, ils sont obligés de faire confiance à la poste ou à un autre tiers pour savoir si le colis a été reçu et pour s'assurer qu'il ait bien été mis dans la bonne boîte aux lettres et qu'il ait bien été ouvert et réceptionné par la bonne personne. Si maintenant, dans votre domicile, vous avez le réseau Sidewalk qui est en place et que vous avez cet Amazon Echo qui est là, eh bien, au moment où vous ouvrirez le paquet Amazon, Amazon pourra potentiellement être informé du fait que vous avez ouvert le colis et qu'il a été ouvert chez vous, puisque ceci a été reçu par votre Alexa. Et donc, par conséquent, il a une preuve de livraison. Et ça commence à être intéressant, parce que si vous ne demandez plus au transporteur de vous assurer la preuve de livraison ou l'assurance, c'est-à-dire du risque de perte ou autre, eh bien, potentiellement, vous pouvez tirer les prix vers le bas. Potentiellement, vous pouvez mesurer la performance de vos sous-traitants qui font de la livraison, et ça de façon très précise. Vous pouvez savoir, puisque vous avez un réseau accessible dans le domicile, vous pouvez savoir quel est l'usage des produits que vous avez vendus, par exemple, s'ils sont connectés à ce réseau-là. Et donc, par conséquent, vous pouvez apporter plus de services, plus de valeur à vos clients qui vous feront plus confiance, vont vous acheter plus de produits et donc finalement augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça peut être une des approches. Je ne connais pas la stratégie d'Amazon vis-à-vis de Sidewalk, mais en tout cas, s'ils n'y ont pas pensé, il serait temps qu'ils y pensent. Et les connaissants, je pense qu'ils y ont largement pensé, car s'ils étaient juste sur la volonté de vendre des objets connectés, il y a des tas de réseaux qui permettaient de le faire sans avoir besoin de faire cet investissement technologique-là. Donc, à mon sens, Amazon est encore en train d'être un des leaders dans la transformation, en prenant la transformation IoT au cœur de son activité, grâce aujourd'hui à ces Alexa qui sont déployés chez vous, chez moi, et qui portent ce réseau sans même que vous en ayez particulièrement conscience. Alors, ce qui est très important, à mon sens, sur ces disrupteurs, c'est de voir les mouvements latéraux. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il est vital pour chaque entreprise de bien se transformer, de bien adhérer
à cette transformation, qu'elle soit numérique ou la transformation IoT dont nous allons parler, c'est que les mouvements latéraux sont terribles pour des gens qui ne s'y attendaient pas. Amazon est un vendeur de livres au départ, mais aujourd'hui, Amazon, avec AWS, est le leader du cloud computing. Le cloud computing est un domaine qui était précédemment tenu, enfin, pas le cloud computing, puisque Amazon a inventé le concept, mais l'infrastructure et le traitement des données était quelque chose qui était tenu par des géants comme IBM, comme HP, Bull, pour ce qui est de la France, pour citer un Français. Que sont ces géants aujourd'hui? Très honnêtement. Qui tient le marché aujourd'hui? Tiennent le marché aujourd'hui AWS, un vendeur de livres, Azure, Microsoft, qui n'avait absolument aucun lien dans le hardware précédemment, qui était un vendeur de software, Alibaba, qui est l'équivalent d'AWS, une place de marché, et Google, qui était un spécialiste de la vente de publicité sur Internet. Donc, des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certains, fabriquaient de l'informatique, se sont fait complètement doubler par des gens qui vendaient des livres, qui vendaient du logiciel. Et ils se sont fait doubler, encore une fois, pas parce qu'ils ne maîtrisaient pas la technologie. On ne peut pas reprocher à IBM ou HP d'être compétents dans le domaine de l'informatique. Ils le sont, c'est indéniable. Ils ont été leaders pendant des années, ils le sont toujours sur un certain nombre de domaines. Mais les processus mis en place par Amazon, qui ont embrassé la transformation digitale, ont été beaucoup plus efficaces que ceux d'un IBM et d'un HP qui sont toujours en train de se transformer. Et donc ces mouvements latéraux, ils sont à prendre vraiment en compte, parce qu'en fait, si vous regardez la technologie en vous disant « Ah, cette technologie-là, ouais, elle est bien, mais elle ne concerne pas mon secteur, elle est plutôt sur ce secteur-là, et ce secteur-là ne m'intéresse pas, les vendeurs de livres, moi je suis IBM, bon ok, c'est très bien ce qu'ils font de leur côté, mais c'est loin de moi, l'orage ne va pas me tomber dessus », eh bien, vous vous trompez. Parce qu'en fait, ils réalisent tellement de business dans le domaine qu'ils sont en train de créer qu'ils peuvent se permettre des mouvements latéraux surprenants et où ils seront beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides pour se transformer. Je prends l'autre exemple de PayPal. Donc PayPal, on ne peut pas vraiment dire que ça ait transformé la façon dont on fait de la banque, mais par contre, ça a quand même amené beaucoup de gens à avoir une seconde banque. Enfin, PayPal n'est pas une banque, mais on peut le voir un peu de cette façon-là, en tout cas une nouvelle façon de payer sur Internet, sécurisée, là où les banques ont traîné pendant des années à nous apporter des solutions. PayPal nous a apporté rapidement une solution. PayPal nous a habitués finalement donc à avoir plusieurs banques. Elle nous a habitués à gérer toute notre relation avec ce tiers de paiement avec notre téléphone ou avec notre ordinateur. Et par conséquent, PayPal a ouvert la voie à des néobanques comme Revolut, comme Apple Pay et comme Boursorama Bank, qui sont ensuite des émanations de Société Générale ou d'autres banques, bien entendu, mais en tout cas, ça a changé la façon de faire de la banque. Et qu'est-ce que l'on voit qui arrive? On voit la blockchain avec des plateformes comme Coinbase, Binance, qui sont des plateformes qui sont d'une efficacité redoutable sur ces marchés des crypto-monnaies et qui ont leur carte bleue qu'elles mettent à disposition. Vous pouvez payer avec une carte bleue Binance dans la vraie vie et en convertissant automatiquement des crypto-monnaies vers des fiat, c'est-à-dire des monnaies classiques utilisables dans la vie de tous les jours. Donc, ces opérateurs-là arrivent aussi en concurrence avec tout ça et sont en train de transformer les choses avec des façons assez efficaces. Mais ce qui m'intéressait dans le monde de PayPal, c'est aussi de regarder ce mouvement latéral, c'est-à-dire que PayPal rend un homme particulièrement riche, Elon Musk, et en rendant cet homme très riche et successful, d'une certaine façon, eh bien, cet homme se dirige sur des marchés totalement différents là où on ne l'attendait pas. L'automobile avec Tesla, où il disrupte le marché de l'automobile, SpaceX dans la conquête de l'espace, où là encore il apporte des idées nouvelles, avec des moyens, avec de la confiance, et encore une fois, il double sur la droite des gens qui étaient là depuis plusieurs centaines d'années, tout simplement, pas en faisant une voiture qui va plus vite, pas en faisant une voiture qui est moins chère, mais en faisant une voiture qui est en adéquation avec son temps
et avec l'attente d'un certain nombre de consommateurs, c'est-à-dire une voiture électrique, une voiture connectée, une voiture avec un immense écran à l'intérieur, parce que le plaisir de conduire, c'est pas d'entendre un moteur qui fait du bruit aujourd'hui, mais c'est de pouvoir correctement suivre son GPS, avoir la radio de bonne qualité, ainsi de suite. Et la conduite autonome, bien entendu, parce qu'en fait, dans cette voiture, nous, ce qu'on aimerait, c'est soit travailler, soit regarder tranquillement un film. Et c'est cette transformation-là, cette approche-là différente qui fait la disruption. Et si Tesla arrive à sortir avec une approche complètement différente, c'est parce qu'encore une fois, on, on embrasse les technologies qui sont disponibles sur le marché. Alors, bien entendu, il y a aussi pas mal de transformations dans le monde des télécoms. Et je dirais, dans les transformations, et là, je vais plutôt parler des next steps sur ces transformations-là, c'est le monde des télécoms qui est un monde hyper centralisé, enfin étatique. Au tout départ, on a France Télécom, hein, devenu après Orange, qui a une ouverture de concurrence avec SFR, ainsi de suite, Free qui arrive et qui chamboule un peu les choses, d'accord, qui disrupte, qui fait que derrière, on est aussi obligé de changer. Et Free, c'est tout à fait l'exemple de la transformation digitale. On n'a plus d'agence au départ, alors après ça revient, mais au départ on n'a pas d'agence, on a un modèle simple d'abonnement, on gère entièrement en ligne, tous les process sont des process automatisés, on réduit les coûts par conséquent, on simplifie aussi la relation avec le client, parce que si on a un problème avec Free, il suffit de résilier et puis on va chez un autre. Ouais, c'est plus simple que de régler les problèmes avec un opérateur classique. Et forcément, les autres poursuivent, Cresosh, Red, BNO, qui sont en fait une copie. Voilà, pour arriver à rester compétitif par rapport à ça. Mais ce qui est important et intéressant pour moi par rapport à Internet des objets, c'est qu'on voit que l'Internet des objets, dans cet environnement-là, est en train aussi de transformer les choses. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des réseaux depuis 5 ans, alors spécialisés dans les objets, mais des réseaux qui sont totalement novateurs parce qu'ils sont ce qu'on appelle crowd-sourcés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'uberisation des réseaux télécoms, l'uberisation de France Télécom dont on est en train de parler. C'est-à-dire que c'est vous, moi, tout un chacun qui déploie le réseau et qui, par la force des choses, propose une solution avec peut-être un niveau de service différent, mais des solutions qui peuvent être moins chères ou plus performantes ou autres. Et donc là, on a The Thing Network, qui est un réseau mondial, donc qui casse les barrières qu'on a avec les opérateurs qui aujourd'hui sont plutôt nationaux. Et puis surtout, aujourd'hui, on a un autre réseau qui s'appelle Helium, qui est un réseau basé sur une blockchain et qui construit un réseau d'antennes reliées les unes avec les autres au travers de cette blockchain et qui permet de créer un modèle de rémunération pour les gens qui déploient ce réseau. Donc là, on est complètement dans l'uberisation des opérateurs télécoms parce qu'on est dans la transformation de process qui existe aujourd'hui chez un opérateur télécom qui place des antennes, qui rémunère les personnes qui prêtent les emplacements ou qui louent les emplacements qui sont spécialisés, qui facturent du transfert de données sur ces réseaux-là. D'accord ? Et bien tous ces processus-là, en fait, sont écrits dans une blockchain, programmée, et la rémunération est gérée de façon automatique par ce système. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant dans la transformation. Alors là, pour le coup, c'est lié à l'IoT, mais il s'agit de la transformation de la blockchain. Mais vous voyez, quand on rejoint plusieurs technologies ensemble, quand on mélange IoT et blockchain, on rentre dans l'uberisation des entreprises de télécom. Donc on a des transformations qui sont assez intéressantes devant nous grâce à ça. Et je vous le rappelle, ce sont des transformations de processus qui conduisent à la création de géants qui font des mouvements latéraux dans des domaines là où on ne les attend pas. Et c'est pour ces raisons-là que nous sommes tous concernés par cela.